Bonjour, alors on va parler aujourd'hui de ce vent de panique qui s'installe dans les médias traditionnels, alors que ces derniers se rendent compte qu'ils sont en train de perdre complètement le contrôle de la population, perdre le contrôle de la façon dont les gens pensent, perdre le contrôle de l'agenda politique, et ils sont de moins en moins capables de dicter l'agenda politique, et ça les rend fous. Ils s'en sont rendus compte surtout à partir de l'année 2016, lors du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Les médias, lors du Brexit, ont fait front commun contre le Brexit, avec des sondages qui disaient que ça allait pas passer, et finalement le Brexit est passé. Même chose avec l'élection de Donald Trump. Les médias ont fait front commun contre Donald Trump, sauf peut-être vers la toute fin, Fox News, avec des sondages qui disaient qu'Hillary allait passer, et finalement c'est Trump qui a été élu. Alors là, ils se sont rendus compte, là, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la population ne nous écoute plus, la population cherche de l'information ailleurs qu'auprès des médias traditionnels, et ça les rend fous. Alors, voilà, donc ce qui se passe maintenant, c'est que avec l'arrivée d'Internet, on est capable de juger du travail des journalistes. Les citoyens sont capables de vérifier si un journaliste dit la vérité. C'est-à-dire, lors d'une manifestation, le journaliste peut dire il y a 300 personnes seulement, mais les gens sur place avec des cellulaires sont capables de le contredire en montrant la foule, en disant non, il y a réellement 4000 personnes. Même chose, quand, par exemple, Radio-Canada nous dit que l'immigration, ça se passe très bien, bien, on a juste à regarder en Europe avec des centaines et des centaines et des centaines de clips de ce qui se passe en Europe. On peut dire non, c'est pas tout à fait le cas. Merci beaucoup Radio-Canada. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que Internet est capable de surveiller le travail des journalistes. Les journalistes n'aiment pas du tout ça. Internet est rendu le cinquième pouvoir. Alors, il y a les théories des trois pouvoirs traditionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif, c'est les ministres. Premier ministre, les ministres. Le législatif, c'est le Congrès. C'est comme le parti au pouvoir. C'est l'Assemblée nationale. Puis le troisième pouvoir, c'est le judiciaire. C'est la police, les juges. Puis il y a toujours eu cette idée que les médias représentaient le quatrième pouvoir. C'est-à-dire que c'est eux qui surveillaient les trois premiers. Les journalistes étaient là comme les chiens de garde des trois premiers. Vous comprenez? Les journalistes se sont toujours présentés comme les gardiens de la démocratie, les gardiens contre toutes les dérives. Ils étaient le quatrième pouvoir, celui qui surveillait les trois premiers. Eh bien, depuis qu'on a Internet, on s'est rendu compte que le quatrième pouvoir était biaisé à l'os, puis qu'il opérait plutôt de mèche avec les trois premiers contre la population, dans beaucoup de cas, disons. Alors, Internet nous a permis de surveiller le travail des journalistes. C'est ça, Internet est devenu le cinquième pouvoir. On est capable maintenant, en comparant les sources, là, en regardant différentes images, en regardant différentes coupures de journaux, à la rapidité à laquelle l'information circule sur Internet, là, on est capable nous autres, on est rendu le cinquième pouvoir. On est capable de vérifier le travail des journalistes. Et ça les fait chier, comme on dit en québécois, de se faire observer comme ça. Et là, il y a eu un certain nombre d'opérations anti-médias sociaux récemment, dont deux dont je vais parler dans cette vidéo. Il y a eu cette offensive contre QAnon la semaine dernière de la part de médias internationaux, et puis finalement ce petit texte cette étude, cette enquête dans le Journal de Montréal de la part de Brigitte Noël sur les médias alternatifs. Alors, en ce qui concerne Q, je vais faire ça rapidement parce que c'est pas une vidéo sur Q. Il y a à peu près 2 semaines, Trump a fait un rallye à Tampa, en Floride, et a permis à plusieurs personnes avec des signes Q de rentrer dans le rallye et puis de brandir les signes Q comme ça. Les médias ont tous focusé là-dessus. Donald Trump a fait des thumbs up au Q et a fait plusieurs références, plusieurs clins d'œil à Q en parlant du numéro 17, 17, 17, qui est Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Et là, les médias se sont donnés à cœur joie, ont critiqué le phénomène, ont dit que c'était une conspiration du deep web, d'extrême droite, tous les trucs habituels. Tout ce qui remet en cause le pouvoir des médias est toujours deep web, conspiration, extrême droite. Regardez, vérifiez ça. Faites le test, là. Dès que quelqu'un remet en cause le travail des journalistes, c'est extrême droite, c'est deep web, puis ils le disent même dans le reportage de la petite Brigitte Noël, ils le disent même, les experts en radicalisation disent que tout ce qui conteste le travail des journalistes, c'est toujours
de l'extrême droite. Imaginez le culot que ça prend pour se présenter à la télévision pour dire ça. Dès qu'on vérifie le travail des journalistes, on est de l'extrême droite. Je veux dire, imaginez le chutzpah du gars. Hein? Chutzpah, ça fait référence à cette expression, là, quelqu'un qui a des couilles. Là. Alors, voilà, donc ils ont critiqué, ils ont tenté de critiquer QAnon en disant que c'était de l'extrême droite alors que c'est du monde ordinaire, en disant que c'était le deep web alors que c'est, tu sais, t'as même pas besoin de mot de passe pour aller sur 8chan. Manifestement, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils essayaient juste de discréditer le phénomène, mais ce faisant, ils ont apporté beaucoup plus je veux dire, ils ont porté le phénomène à la conscience de beaucoup plus de personnes. Alors qu'il y avait auparavant peut-être, je sais pas, plusieurs millions de personnes qui s'intéressaient au phénomène. Et là maintenant, ils ont multiplié ça par 10. Hein, et ça a été un piège tendu par Q, par Trump. Il l'avait dit il y a à peu près un mois, préparez-vous parce qu'on va faire en sorte que les médias s'intéressent à nous. Et là, Trump a permis les signes. Et c'est ce qui a fait en sorte que les médias se sont intéressés au phénomène pour le discréditer. Et ceux qui veulent voir de quoi il en retourne, j'invite les gens à regarder, aller sur un site qproofs.com. qproofs.com, vous allez complètement contourner la propagande médiatique, vous allez savoir de quoi il en retourne un peu, là, qproofs.com. Alors, pourquoi les médias s'attaquent à Q? Évidemment parce que c'est une source d'information alternative. Pourquoi il était important de mettre sur pied une source d'information alternative? Parce que les médias sont biaisés et ne traitent pas de certains sujets. Présentement, aux États-Unis, il y a des enquêtes de la part du Congrès qui tentent à démontrer une gigantesque histoire de trahison, sédition, collusion de la part du FBI, du département de la justice et de la Maison-Blanche pour faire échouer la présidence de Donald Trump par l'administration Obama, hein, quelque chose de plus gros que le Watergate. Ils ont utilisé tous les moyens de l'État pour torpiller la candidature de Donald Trump et après ça, pour le destituer en tant que président. C'est gigantesque comme histoire, mais on n'en entend pas parler. Alors, on n'en entend pas parler parce que les médias taisent l'affaire complètement, mettent ça complètement sous le tapis. Ils font complètement abstraction des informations qui sortent. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut un réseau alternatif pour faire sortir l'information. C'est pas de la conspiration, Q. Q fait sortir l'information que les médias ne traitent pas sur cette enquête-là. Hein? C'est parce qu'il y a de la censure médiatique que Q devient nécessaire. Comme par exemple en France en 1943-44, hein, les Allemands contrôlaient une partie contrôlaient les stations de radio, etc. Et il a fallu à la résistance établir des réseaux d'information parallèles, hein, pour faire sortir l'information. Hein, c'est Radio Londres. Hein, les Français parlent aux Français. Alors c'est ça QAnon, c'est les Américains parlent aux Américains par-delà le contrôle médiatique. Hein? Alors, voilà. Et ça, c'est paradoxal. Donc, ils ont fait une job de bras contre QAnon et ça va attirer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de curieux. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Hein? C'est quand on essaye de faire de la censure sur une information, quand on essaye de faire taire une information, eh bien, le fait de vouloir censurer une information attire beaucoup plus de curieux que si on avait juste laissé l'affaire passer. Alors, il y a beaucoup plus de curieux maintenant qui vont s'intéresser à Q alors que les médias en ont parlé que si les médias n'avaient pas traité le sujet. Alors, c'est un piège, encore une fois, de l'administration Trump. Il a forcé les médias à parler du phénomène en sortant les signes Q. Les médias ont pensé qu'ils allaient faire une attaque sur le phénomène, mais finalement, ça va se retourner contre eux. Donc, ça, c'est QAnon. Il y a eu un autre texte là, ici, plus près de nous au Québec, cette enquête de la petite Brigitte Noël sur les médias alternatifs. Et en fait, j'ai juste quelques trucs à lui dire à Brigitte Noël. Essentiellement, c'est que ce qui est paradoxal dans son reportage, c'est qu'elle confirme tout ce que les médias alternatifs ont à dire sur les médias traditionnels. Elle confirme le fait que les médias traditionnels sont biaisés, qu'ils ne sont pas objectifs, qu'ils font des jobs de bras, qu'ils sont... tout ça. Alors, c'est paradoxal comme reportage. Hein. C'est pas super brillant. C'est-à-dire, elle tente à confirmer toute la critique des médias sociaux dans son reportage. Elle n'est pas objective. Elle est notamment juge et partie. C'est-à-dire que les médias traditionnels critiquent les médias. Et là, elle, en tant que média, en tant que parti, elle se fait à la fois juge et partie
du phénomène. Et il me semble que ça enfreint les règles de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Hein, il y a une question de conflit d'intérêts. Elle est manifestement en conflit d'intérêts dans ce reportage, puisque les médias alternatifs l'accusent d'être biaisé, accusent les médias traditionnels d'être biaisés, et elle fait un reportage sur le fait que les médias traditionnels l'accusent d'être biaisé. Alors, elle est à la fois juge et partie. Vous comprenez? Ça enfreint les règles de déontologie. Il y a plusieurs choses dans son reportage qui montrent qu'elle n'a aucune conception des règles journalistiques traditionnelles, qu'elle est... que c'est une job de bras, encore une fois, comme je dis, là. Notamment le fait qu'elle ait accordé seulement 1 minute à ceux qui consomment des médias traditionnels et qu'elle a accordé 3-4 minutes aux prétendus experts je veux dire, à la partie opposée, aux experts qui critiquent les médias traditionnels. Il y a cette Madame Campagna qui dit que le discours qu'on entend dans les médias alternatifs tente à légitimer la violence. Okay? Alors qu'il n'y a jamais eu de violence de la part des groupes qui nomment dans le reportage, la Meute, Storm Alliance. Il n'y a jamais eu de violence. La totalité de la violence vient des groupes Antifa. C'est eux qui brisent des vitrines, c'est eux qui lancent des cocktails Molotov, c'est eux qui frappent, qui font saigner du monde. Hein? On montrera les images. La violence extrême des Antifa n'est pas mentionnée par Madame Campagna. Alors, tout ça est... on voit bien que ce ne sont pas des universitaires, vous comprenez? Ils sont là parce que ce sont des militants qui ont une job. Ce ne sont pas des universitaires. Normalement, quand tu es un universitaire, tu es supposé être objectif, mais là, Mme Campagna, elle est absolument pas objective. Elle dit que la violence vient de l'extrême droite, puis elle fait complètement, alors qu'il n'y en a jamais eu, puis elle fait complètement abstraction de la violence des antifas. Même chose avec ce beau garçon, le Benjamin Ducol, je pense qu'il s'appelle. Il parle bien, mais il dit évidemment que toute critique des médias est de l'extrême droite. Vous comprenez ce qu'il vient de dire? Il dit que toute critique des médias traditionnels, c'est les thèmes de l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hein? Nous, nous, je m'inclus là-dedans, là, nous, l'information alternative, nous sommes les seuls maintenant qui traitons des thèmes qui sont chers à la population. C'est pour ça qu'on a de la traction, comme on dit. Les médias traditionnels ont abandonné le peuple depuis longtemps. Hein. Ils sont à la solde d'intérêts mondialistes. Hein. Ils sont là pour appliquer le programme de l'ONU, le programme Soros, à une population récalcitrante. C'est pour ça que les gens quittent les médias traditionnels, parce qu'ils sont déconnectés de la population. Et les médias alternatifs, c'est la voix du peuple. Hein? Je veux dire, la frustration populaire de ne plus être écouté. Les préoccupations du monde ordinaire, là, elles sont répertoriées. Elles ne sont pas répertoriées, mais elles sont rapportées par qui? Est-ce qu'elles sont rapportées par Radio-Canada? L'élitisme de Radio-Canada, ou elles sont rapportées par Stupid, par les médias plus alternatifs? La réponse, on la sait, c'est laquelle? Ce sont les médias alternatifs qui sont les porteurs des aspirations de la population, des questionnements de la population. Hein? C'est pour ça que ça fonctionne de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on est de plus en plus écouté, parce qu'on est à l'écoute de la population, alors que les médias traditionnels sont déconnectés de la population. Et là, ce qu'il dit, ce que ce garçon-là dit, Benjamin Ducol, il dit que les médias alternatifs sont de l'extrême droite. Vous comprenez? C'est-à-dire, on est populiste, on est de l'extrême droite. C'est-à-dire que, à cause qu'on se fait les rapporteurs des préoccupations de la population, on est de l'extrême droite. Mais il n'a pas compris comment ça fonctionne, le principe d'extrême. Hein? Quand 80% de la population se questionne sur quelque chose, là, c'est pas de l'extrême, ça. Quand 80% de la population se questionne sur l'immigration de masse, c'est pas de l'extrême droite, ça, c'est de l'extrême centre. Quand 80% de la population se questionne sur l'islam radical, c'est pas de l'extrême droite. Encore une fois, c'est de l'extrême centre. La marge, là, les extrêmes, c'est ceux qui se questionnent pas sur l'islam radical. Comprenez qu'ils sont à la marge. Ils sont à l'extérieur du centre. Quand 80% du monde pense une chose, c'est pas des extrêmes. Okay? Alors, le monsieur Benjamin Ducol, il va devoir revoir ses catégories parce que, essentiellement, il lui manque quelque chose. Là, en tout cas, il me semble plus être un militant
que quelqu'un qui a réellement réfléchi à ces questions de base. Alors c'est ça, donc le reportage de Brigitte Noël m'apparaît totalement biaisé. Elle échoue à plusieurs niveaux entre, je veux dire, en ce qui concerne les standards journalistiques. Elle est juge et partie et elle n'accorde pas le même temps d'antenne, notamment entre les experts et les personnes qu'elle interviewe. Elle interviewe d'ailleurs des personnes qui sont juste des consommateurs. Hein, elle n'est pas venue me questionner. Elle ne questionne pas Richard Lehir, hein, l'ancien ministre Richard Lehir. Elle ne questionne pas Cormier-Denis. Elle n'a pas questionné des personnes qui étaient articulées puis qui auraient pu lui donner une réponse à ces questionnements. Elle est allée questionner du monde ordinaire face à des universitaires. Alors, il y a quelque chose, il y a un problème de cohérence ici et de rigueur. Ça, c'est une chose. Alors, en fait, c'est ce que j'ai à dire sur le reportage de la petite Brigitte Ducol, c'est-à-dire qu'elle confirme tout ce qu'on sait sur les médias, c'est-à-dire qu'ils sont biaisés, qu'ils font un travail bâclé, puis qu'ils sont là pour défendre l'idéologie dominante. Maintenant, si Brigitte Ducol veut savoir pourquoi la population a décroché des médias de masse, hein, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années qu'on les voit aller, les médias de masse, les médias mainstream. On les voit faire notamment des entrevues totalement biaisées. Ils vont rencontrer des personnes qui sont considérées comme la dissidence, là, comme Tommy Robinson, comme, mettons, Vic Survivaliste. Et là, et je vous invite, là, je vais laisser l'article qu'elle a fait, que cette même Brigitte Noël a fait avec Vic Survivaliste dans la section commentaires en bas. Vous allez voir que je veux dire, ils ont eu une approche totalement biaisée. Hein? Ils ont totalement manipulé l'information pour faire dire à Vic qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors, puis là maintenant, la plupart des personnes dans la dissidence, hein, les personnes qui questionnent le discours médiatique officiel, se promènent, lorsque les journalistes les interviewent, se promènent avec un cellulaire pour enregistrer la conversation, parce qu'on ne fait plus confiance aux journalistes. On ne fait plus confiance aux journalistes. Vous nous avez trop longtemps, trop souvent menti et manipulé les propos qu'on tenait dans vos reportages. Alors, des reportages biaisés. Il y a eu notamment, tu sais, Wikileaks a rendu public la liste des journalistes qui avaient collaboré avec le Democratic National Congress. Alors, beaucoup des journalistes qu'on voit à la télévision, qui se présentent à la télé avec un air sérieux, etc., étaient totalement de mèche avec la campagne d'Hillary Clinton. Des gens qui sont totalement biaisés et qui se présentent comme des gens objectifs. Alors, il y a eu aussi les vidéos de Projet Veritas, hein, où est-ce que Projet Veritas infiltre avec caméra cachée des organisations comme CNN, et là où est-ce qu'il fait parler les personnes, hein, les personnes disent, il n'y en a pas de collusion avec la Russie, on le sait, on fait ça, on fait mousser cette affaire-là juste pour les codes d'écoute, où est-ce que ils méprisent le monde ordinaire et on les a entendus, ces entrevues-là, où est-ce que les journalistes expriment leur mépris du monde ordinaire, où est-ce qu'ils disent qu'ils font ça juste pour les codes d'écoute, qu'il n'y a rien de vrai, que c'est pas objectif, où est-ce qu'ils collaborent avec des campagnes électorales où est-ce qu'ils se sont vendus essentiellement. On les a, les informations, hein, ça sort de plus en plus. Le rapport de l'inspecteur général, notamment Horowitz, où est-ce qu'il montre, hein, le rapport Horowitz, c'est le rapport de l'inspecteur général du FBI et du département de la justice, qui montre comment les journalistes ont collaboré avec des personnes du FBI, de l'État profond, pour couler des informations sur Trump, hein, où est-ce qu'ils étaient totalement de mèche avec l'État profond, où est-ce qu'ils avaient perdu toute objectivité journalistique. Hein. On va les montrer, ces graphiques-là aussi. C'est sorti dans des rapports officiels. Vous êtes vendus, vous avez un biais idéologique et nous ne sommes plus, nous n'entendons plus participer à cette espèce de cirque médiatique où est-ce que vous faites croire que vous êtes objectif alors que vous ne l'êtes pas. Voilà. Alors ça, c'est le troisième point. Finalement, je voulais finir avec ça. On entend de plus en plus hein, les journalistes qui se plaignent d'être les sujets d'attaque, notamment de la part du président Trump et de la part de différents politiciens, de la part des médias sociaux, etc. Et il faut faire comprendre aux journalistes que vous avez attiré ça sur vous-même, n'est-ce pas? On nous présente les journalistes comme les défenseurs de la démocratie, hein, le quatrième pouvoir. Et on dit, quand on attaque les journalistes, on attaque la démocratie. Hein, quand on attaque les journalistes, on attaque la liberté de presse. Et c'est le début de l'autoritarisme et du fascisme, etc.
Oui, mais vous êtes rendu la cible de ces attaques parce que vous êtes descendu de votre pédestal par vous-même et vous êtes descendu dans l'arène. Vous vous êtes fait les outils, les armes d'idéologie politique, les collaborateurs de partis politiques. Vous vous êtes fait partie prenante du processus politique. Comprenez? Quand vous défendez une idéologie auprès de la population, quand vous êtes les représentants, les hacks de partis politiques, hein? Quand les journalistes, par exemple, contactent la campagne d'Hillary Clinton pour dire dites-moi quoi écrire sur tel sujet ou quelle question vous voulez que je pose à Donald Trump lors de mon entrevue, quand vous êtes totalement à la solde d'un parti politique, vous êtes, comment je pourrais dire, vous devenez une cible vous-même. Vous descendez de votre pédestal et vous entrez dans l'arène politique. Et là, je ne dis pas que tous les coups sont permis, mais venez pas critiquer le fait que vous prenez des coups parce que vous avez abandonné l'objectivité journalistique par vous-même, vous défendez des idéologies, vous défendez des partis politiques, et donc vous êtes partie prenante du processus politique. Vous êtes, comme les syndicats, comme les partis politiques, des cibles légitime de la critique politique. Voilà. Alors, c'est une vidéo un petit peu plus longue que ce que je pensais. Donnez-moi vos réflexions dans les commentaires un peu plus bas. En terminant, je voudrais remercier tous ces nouveaux membres Patreon que j'ai. Ça aide beaucoup. Hein, je veux dire, l'adhésion à Patreon me permet d'acheter du nouvel équipement. J'ai acheté un nouveau micro, j'ai acheté de l'éclairage et tout ça. C'est extrêmement stimulant et je voulais remercier tous ceux qui ont commencé à contribuer sur Patreon. C'est en train de faire boule de neige et ça aide énormément. C'était extrêmement stimulant. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.